Pour terminer ce premier cours d'accueil, nous allons aller un petit peu plus loin dans les structures de stockage. Nous avons vu pour stocker des éléments en mémoire l'existence des variables définies avec un type. Nous avons des types relativement limités et nous avions vu une première construction qui permettait d'aller au-delà du stockage limité des types de base qui étaient les tableaux. Il existe en C d'autres types de structuration de la mémoire qui vont nous permettre d'organiser l'information et de créer de nouveaux types plus complexes que les types de base à la manière des tableaux, mais avec un fonctionnement légèrement différent. Le premier d'entre eux sont les structures. Alors, la structure est souvent comparée au tableau dans le sens où elle permet de stocker plusieurs variables en même temps. Mais à la différence du tableau qui pouvait stocker plusieurs variables d'un même type et uniquement d'un seul type, la structure va pouvoir faire cohabiter différents éléments sous une seule unité, mais qui vont avoir des types différents. Pour la syntaxe d'une structure se définit avec le mot-clé struct et un identifiant. Donc lorsque j'écris struct identifiant, j'indique au compilateur que je vais créer un nouveau type. Ce type va s'appeler struct identifiant, que je vais définir, je vais indiquer comment se décompose ma structure. Pour indiquer cette décomposition, je vais associer un bloc à ma structure terminé par un point-virgule. Attention, lui aussi, vous l'oublierez relativement souvent, va vous causer des erreurs de compilation que vous aurez du mal à comprendre au début. C'est une erreur de débutant là encore, n'oubliez jamais ce point-virgule à la suite du struct. Et donc à l'intérieur de ce bloc-là, je vais indiquer la décomposition de ma structure et cette décomposition va se faire à partir des types de base ou des types que j'aurai construits. Exemple, je veux créer une structure qui soit capable de stocker tous les éléments d'information, de description d'une personne. Je vais décider de créer une structure qui va s'appeler personne, plus exactement qui va s'appeler struct personne. Cette structure va être décrite par un certain nombre d'éléments. En l'occurrence, je vais indiquer que ma structure personne est composée d'un champ nom qui est une chaîne de caractères, un tableau de caractères de 40 cases. Donc finalement, je vais pouvoir stocker les chaînes de caractères de 39 éléments. N'oubliez pas l'anti/0 de la fin. Un prénom, lui aussi un tableau de caractères, autrement dit une chaîne de caractères, mais des types différents. Un entier, par exemple, pour stocker l'âge. L'organisation en mémoire de cette structure va être séquentielle, c'est-à-dire que le compilateur, à chaque fois que je vais créer une variable de type struct personne, va réserver l'espace en mémoire nécessaire au stockage d'une structure personne, autrement dit de 40 octets 40 chars pour le nom, suivi de 40 octets 40 chars pour le nom, suivi de 4 octets pour l'entier de l'âge. En mémoire, j'aurai donc une structure continue de 90 octets que je vais pouvoir remplir indépendamment champ par champ. Pour manipuler ces structures, je vais pouvoir créer des variables de type cette structure. Cette déclaration de variables peut être faite de deux manières, comme pour les énumérations que l'on a déjà vues précédemment. Je vais pouvoir définir des variables lorsque je vais déclarer la structure au compilateur. Pour définir ces variables au moment de la déclaration de la structure, je vais indiquer un certain nombre de déclarations de variables avant le point-virgule terminant la déclaration de mon struct. Deuxième possibilité de création des variables, a posteriori de la déclaration de la structure, je vais pouvoir créer des variables de type maStructure en utilisant la syntaxe rappel du type struct mon identifiant, espace, les variables, exactement comme si je déclarais un entier, int ma variable. Mon nouveau type s'appelle struct mon identifiant et je peux déclarer ainsi les variables. Ici, je déclare une personne, une variable qui s'appelle une personne, qui est de type struct personne. Le compilateur réserve 90 octets
en mémoire qui vont être décomposés, nom, prénom, âge. J'ai la possibilité d'initialiser ma structure un petit peu de manière similaire à ce que nous avions vu avec les tableaux, en utilisant la syntaxe de l'accolade, où je vais devoir fournir une valeur pour chacun des champs de ma structure, une chaîne de caractères pour le nom, une chaîne de caractères pour le prénom et un entier pour l'âge. Pour accéder aux différents champs de ma structure depuis une variable, je vais introduire deux nouveaux opérateurs, l'opérateur point et l'opérateur flash. L'opérateur point va s'utiliser avec des variables de type classique et l'opérateur flèche va s'utiliser avec des variables de type pointeur. Si je regarde l'exemple donné ici, je crée deux variables, une qui s'appelle Jean, l'autre qui s'appelle Jean pointeur. La première variable est une variable classique de type struct personne. Le compilateur va donc réserver une zone continue en mémoire de 90 octets qui va s'appeler Jean, avec ici le champ, l'espace réservé au champ nom, l'espace réservé au champ prénom, l'espace réservé au champ âge. Je crée une deuxième variable de type Jean pointeur, Jean PTR, qui est un pointeur. Un pointeur, c'est une variable, comme on l'a dit précédemment, qui contient une adresse. L'adresse d'une variable de type struct personne. Lorsque je déclare un pointeur de type Jean pointeur, le compilateur va créer une case en mémoire là, avec l'espace nécessaire au stockage d'une adresse, en l'occurrence sur un système 32 bits 4 octets, 64 bits 64 octets, 64 bits, pardon. Donc, mettons que nous soyons sur un système 32 bits, donc 4 octets. Ma variable s'appelle Jean PTR et est capable de stocker l'adresse d'une variable qui est de type struct personne. Si je veux faire pointer mon pointeur Jean pointeur sur la variable Jean que j'ai créée au préalable, je vais utiliser la même syntaxe que nous avions vue au chapitre précédent. Jean pointeur égale l'adresse de la variable Jean. D'accord? L'occupation mémoire d'un pointeur est limitée à juste l'adresse d'une variable. Lorsque je crée une variable classique, j'ai l'espace de stockage de tous les éléments de ma variable, en l'occurrence la structure Jean pointeur, et de taille 90 octets. Jean, pardon. Pour manipuler ces différents champs, je vais avoir la possibilité de manipuler directement chacun des champs de ma structure. Chacun des champs de la structure a été identifié par un nom. Par exemple, le nom de la personne est identifié par le nom, le littéral nom, le prénom par le littéral prénom, et l'âge par le littéral âge. Je vais pouvoir manipuler directement chacun des littéraux par l'intermédiaire d'une variable, ici ma variable Jean, de l'opérateur point, qui me permet d'accéder à un champ particulier de ma structure, et d'un nom d'un des trois littéraux utilisés dans la déclaration de ma structure. Jean.âge me permet d'aller directement modifier cette partie-là de ma variable. Jean.âge égale 30 affecte la valeur 30 ici. Il en est de même pour les autres variables. Je vais avoir la possibilité de manipuler aussi directement ma structure depuis un pointeur. Mais pour manipuler la structure depuis un pointeur, je vais utiliser un opérateur différent, une syntaxe différente, tout simplement parce que le point signifie un décalage d'octets. Quand j'écris Jean.âge, le compilateur part de l'adresse de début de l'adresse de Jean, calcule un offset de 80 octets pour mettre la valeur. Si je fais la même chose depuis un pointeur, l'adresse du pointeur, c'est cette case-là.
80 octets, quelque part ailleurs dans la mémoire, qui ne correspond probablement à pas grand-chose. Donc pour différencier le fait qu'avec un pointeur, je dois d'abord aller à l'adresse contenue dans la case du pointeur, puis effectuer le décalage, l'offset, je vais utiliser depuis un pointeur l'opérateur flèche. Jean pointeur flèche âge égale 20 va demander au compilateur de regarder l'adresse qui est contenue dans le pointeur Jean pointeur, d'aller à cette adresse et d'effectuer le décalage de 80 octets pour pouvoir modifier la valeur associée. Donc le point s'utilise depuis une variable de type classique, le flèche depuis une variable de type pointeur. Attention, avec une structure, nous allons pouvoir créer plusieurs variables de type cette structure. En plus de la variable Jean, je vais pouvoir créer une deuxième variable qui s'appelle Paul, par exemple. Lorsque j'écris cette deuxième variable, le compilateur réserve l'espace nécessaire au stockage de tous les champs de ma structure 90 octets pour Paul. Depuis Paul, je vais pouvoir manipuler la case, la troisième zone ici. Depuis la variable Paul, je manipule le champ âge de ma structure. Je vais donc manipuler cette case ici. La structure correspond à une définition de type. Je vais pouvoir instancier autant de fois que je veux le type que j'ai créé. Et à partir d'un contexte donné d'une variable, accéder à un champ particulier. Paul a sa propre version de l'âge, sa propre version du prénom, sa propre version du nom, de même que Jean a sa propre version du nom, propre version du prénom, propre version de l'âge. La déclaration de la structure est une spécification, un type. L'instanciation de ce type crée des éléments en mémoire en fonction des variables que j'ai choisies. Attention également à la priorité des opérateurs. Depuis mon pointeur, Jean pointeur, je pourrais dire que je veux récupérer l'élément pointé par mon pointeur, autrement dit l'opérateur étoile, et à partir de cet élément pointé Jean, aller utiliser l'opérateur point pour récupérer l'âge. Cette logique est tout à fait valide, mais la priorité des opérateurs fait que le point est plus prioritaire que l'opérateur de déréférencement et que le compilateur considère l'exécution prioritaire du point. Donc fait d'abord Jean pointeur.âge, ce qui n'a pas de sens, avant de faire le déréférencement. Si vous voulez utiliser ce type de stratégie, il va falloir indiquer au compilateur de d'abord faire le déréférencement, puis d'aller accéder au champ âge. Attention donc à la priorité des opérateurs. Autre type de structuration spéciale qui va vous permettre d'optimiser quelque peu l'espace mémoire, les unions. Les unions, à la différence des structures, ne va pas permettre de pouvoir stocker plusieurs variables de types différents, mais va pouvoir stocker une variable, mais dont le type peut être variable en fonction du temps. Donc le tableau va stocker plusieurs variables du même type, la structure plusieurs variables de types différents, l'union une seule variable, mais dont le type peut varier au cours du temps. La syntaxe de déclaration d'une union est très similaire à celle d'une structure. Au lieu du mot-clé struct, nous utilisons le mot-clé union, un identifiant et l'ensemble des possibilités de type de l'union en tant que déclaration à l'intérieur d'un bloc terminé par une point-virgule. Exemple, je veux créer une variable qui peut être soit un entier, soit un double. Je vais créer donc une union que je nomme int double, par exemple, qui peut être donc soit un unsigned int avec un nom, un label qui s'appellera i, soit un double avec un label qui sera d. Lorsque je vais créer une variable de type union int double,
le compilateur va réserver l'espace nécessaire au stockage d'une seule variable. Et pour déterminer l'espace de stockage nécessaire à l'union, il va regarder parmi l'ensemble des types possibles celui qui prend le plus de place. La place occupée par l'union sera la place nécessaire au stockage de l'élément le plus volumineux décrit dans l'union. De manière plus marquée, je vais créer, dans cet exemple ici, une union int double, une variable de type union int double qui s'appellera x. Lorsque je crée cette variable x, le compilateur va allouer l'espace nécessaire au stockage de l'élément le plus volumineux entre un unsigned int et un double, autrement dit un double, qui occupera donc 8 octets. Je vais donc avoir une réservation de 8 octets consécutifs en mémoire. Je vais pouvoir utiliser cette union int double, cette variable x, soit comme un entier, soit comme un double. Si je veux l'utiliser comme un entier, je vais utiliser la même syntaxe que pour la manipulation de la structure, le petit point qui me permet d'accéder au champ qui va bien. x.i permettra de considérer l'union comme étant un entier, x.d comme étant un double. Donc lorsque je veux utiliser mon union comme un entier, je vais écrire x.i par exemple égale 13, j'affecte 13 comme un entier à ma variable x. Ça a pour effet de compléter les 4 premiers octets de ma structure, les champs qui correspondent, les octets qui correspondent à l'écriture d'un entier pour mettre le codage qui correspond à un entier, donc celui-là. Les 4 octets consécutifs ont une valeur inconnue qui correspond à celle qui existait avant que je fasse cette affectation. Si je veux utiliser mon union comme un double, j'utilise le champ D, par exemple ici x.d égale 3, 4, 45. Dans ce cas-là, les 8 octets sont remplis avec le codage flottant tel que nous l'avions vu dans le chapitre correspondant. Attention, le compilateur ne vous interdira jamais d'accéder à votre union par le champ double si vous avez au préalable effectué une affectation avec le champ entier. C'est une erreur en soi, c'est une erreur d'utilisation, le compilateur ne vérifiera pas ce genre d'erreur, mais par contre, vous aurez une valeur qui correspond à pas grand-chose. Le codage des flottants n'a rien à voir avec le codage des entiers, 4 octets sont indéterminés, donc la valeur que vous obtiendrez après une affectation d'entier en utilisant le champ du double est une valeur a priori indéfinie. C'est une erreur, mais le compilateur ne la détectera pas. Et inversement, si vous complétez votre champ avec un double et que vous essayez de l'interpréter avec un entier, la valeur de l'entier qui va être retournée correspondra aux 4 premiers octets, qui a priori n'ont aucun sens par rapport à ce que vous cherchez. Donc l'union est à utiliser avec, non pas de la méfiance, mais avec rigueur. Vous devez systématiquement, ça va vous permettre d'économiser de la place si une variable ne peut être à la fois 2 éléments différents. Il n'y a pas de conversion automatique entre un élément à un autre. C'est à vous à l'utiliser de manière convenable. Et enfin, dernier type de structure que nous allons voir qui correspond en fait à une amélioration de la structure qui s'appelle le champ de bits, qui permet en fait uniquement une optimisation de l'espace de stockage nécessaire, de l'utilisation de votre espace de stockage. Alors, pour la petite histoire, c'est un petit peu, Google a beaucoup utilisé ce type de structuration à l'origine dans son index pour accélérer au maximum l'accès à ces données et diminuer au maximum le volume de stockage. C'est une structuration, une indication qui permet d'aller en dessous de l'unité de l'octet. Exemple, vous voulez stocker la modalité du sexe pour un individu, homme ou femme. A priori, homme ou femme peut se coder sur un seul bit. C'est soit un homme, soit une femme. Si nous utilisons un entier,
on utilise 4 octets, donc 32 bits, 31 de trop. Le champ de bits permet d'optimiser ce stockage. Et pour l'utiliser, nous partons de la définition de la structure et nous allons indiquer pour un champ, à l'aide de la syntaxe 2 points, nombre de bits, pas nombre d'octets, le nombre de bits à utiliser pour le stockage d'un élément. Donc ici, à partir de la définition d'un entier, je crée un champ sexe qui sera stocké sur un seul bit, un champ année qui sera stocké sur 11 bits, un champ mois qui sera stocké sur 4 bits. L'utilisation est ensuite similaire à celle d'une structure classique. Vous accédez au champ et vous complétez les éléments de manière exactement similaire à ce qui existait pour la structure classique. Simplement, vous avez gagné de l'espace de stockage. Donc l'intérêt d'utiliser les champs de bits est uniquement de limiter l'espace de stockage. Si je n'avais pas utilisé le champ de bits, j'aurais dû utiliser au minimum un octet pour stocker le sexe, 4 octets pour stocker l'année, de même pour stocker le mois. Cette structuration me permet de résumer l'ensemble de ces informations sur 2 octets. Au final, la structure occupera une place qui sera forcément un multiple d'un octet. Potentiellement, les bits non utilisés existeront quand même. Le compilateur ne peut pas aller en dessous du stockage en unité d'octets. Mais globalement, en organisant votre information de manière intelligente, vous allez pouvoir limiter le stockage. Ce type d'exploitation n'est utile que si vous stockez des milliards d'informations. Actuellement, économiser quelques petits mégaoctets aurait que peu de sens. Donc la mémoire étant relativement peu chère et disponible en grande quantité. Donc ce type d'optimisation n'est vraiment utile que sur de très larges volumes de données où l'économie que vous réalisez, qui est relativement minime sur un élément, multiplié par quelques milliards d'éléments ou plus, devient une vraie économie d'échelle.